Recording. Parfait. Pierre, si ça te va, on peut commencer? Nickel, oui. Super. Un grand merci à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour notre session. Je vais me présenter. Je m'appelle Elodie de Marchy, je suis Head of Growth à Kaiko. Nous allons aujourd'hui, ce qui fait partie des Kaiko Webinars, nous avons la joie d'accueillir Pierre Morisot, le CEO de Waltio, pour parler aujourd'hui de la fiscalité des entreprises et des particuliers et réfléchir sur les clés du succès pour bien suivre votre portefeuille de cryptoactifs. Voilà, c'est une interview qui va se dérouler sur les 30 prochaines minutes. Nous allons parler en une vingtaine de minutes, entre 20 et 25 minutes, et nous prendrons vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Vous aurez également nos adresses email à la fin des slides. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si besoin avec des questions supplémentaires que si jamais nous n'avions pas le temps de tout adresser aujourd'hui. Pierre, je crois que on t'a perdu. Non, super. Merci. C'est nickel. Merci beaucoup de me recevoir. Très bien. Alors, si tu veux, je commence par une petite intro, présenter Kaiko, et puis ensuite, je te laisse te présenter et présenter Waltio, si ça te va. Parfait, ouais. Génial. Super. Alors, en quelques mots, Kaiko, nous sommes un fournisseur de données pour les nouvelles places boursières pour les cryptoactifs. Donc, nous travaillons avec des entreprises comme celle de Pierre, comme Waltio, avec des clients institutionnels, donc avec des asset managers principalement, des plus grosses banques et d'autres institutions financières qui utilisent notre donnée financière de cryptoactifs pour tout leur cycle d'investissement, c'est-à-dire que ce soit la partie recherche, devant une recherche que nous publions chaque semaine, et également un monthly report qui est utilisé par les traders, par les chercheurs également, dans toute leur stratégie de backtesting. Ensuite, dans la partie trading, on fournit via notre clé API directement de la data en temps réel, de tout type d'ordre, de manière très granulaire, trade by trade, également tout ce qui est VWAP ou HLCV, d'autres métriques, mesures de liquidité qui vous permettent de prendre les meilleures décisions d'investissement. Donc, travaillons avec les entreprises et les asset managers et autres institutions financières dans cette capacité, et également dans toute la partie post-trading, c'est-à-dire comment valoriser un portefeuille de cryptoactifs à des fins pour payer ses impôts, etc., calculer des gains, les plus-values, mais encore une fois, uniquement dans la partie B2B, nous ne travaillons pas avec des particuliers. Ça, c'est la spécialité de Pierre. En revanche, toute entreprise ou également des boîtes d'audit qui ont besoin de données de référence pour valoriser les portefeuilles sont nos clients de préférence. Et également toutes les startups et les boîtes crypto qui ont besoin de data en back-office, je dirais, pour construire leur niveau d'intelligence au-dessus de Kaiko, de notre donnée, pour fournir les services à leurs clients. Voilà en quelques mots ce que fait Kaiko. Pierre, je te donne la parole si tu veux me présenter un petit peu ce que fait Waltio et te présenter également. Oui, très bien. Merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis hyper content de présenter non seulement ce qu'on fait, mais aussi comment Kaiko nous aide, nous, à améliorer notre produit. Donc moi, je m'appelle Pierre Morisot, je suis un des deux fondateurs de Waltio. On a une logique, c'est qu'on veut absolument que les enjeux réglementaires ne soient pas un frein à l'adoption des crypto-monnaies. Et donc, à partir de là, on a créé un logiciel fiscal, un logiciel réglementaire d'actifs numériques. Concrètement, on se connecte sur les comptes de crypto-monnaies. Nous, derrière, on a codé le droit fiscal et une partie du droit comptable. Et à partir de là, donc, on accompagne nos clients dans le calcul des plus-values et on remplit automatiquement les liasses fiscales. Donc, jeune entreprise qui a 2 ans. Maintenant, on a un peu plus de 700 clients en France, même certains en dehors de la France. Et voilà, et donc en effet, hyper intéressant, je pense, d'aborder en même temps le sujet fiscal, le sujet comptable, mais aussi de montrer comment est-ce qu'on utilise la donnée de Kaiko, comment est-ce que nous on fait et quels sont les enjeux réglementaires qu'on a pour valoriser correctement notre portefeuille, mais aussi suivre nos transactions et suivre les transactions surtout de nos clients. Parfait. Je crois que tu avais un petit disclaimer juste pour rappeler à nos auditeurs. Oui, en effet, tu as raison. Je pense un point important, c'est que tu as tout à fait raison. On n'est pas là pour fournir, on est une société qui est éditrice de logiciels, donc on ne peut pas fournir une sorte de conseil fiscal et qui, en plus, souvent dépend de certains cas particuliers, de certaines situations patrimoniales. Donc, on va fournir certaines informations qui sont essentiellement, on va dire, fondées ou basées sur ce que nous, on voit au travers de nos clients. Donc, on ne fournit pas de conseil fiscal, comme on dit, et c'est une profession qui est réglementée et gérée par les avocats fiscalistes ou experts comptables.
Parfait, donc c'est de l'accompagnement. Très bien, avec ça en tête, peut-être on va commencer. Alors aujourd'hui, on va passer les 20 prochaines minutes autour de 3 grands axes. Si tu veux passer au slide suivant, tout d'abord, on va réfléchir à l'importance de la valorisation de portefeuille. Pourquoi suivre son portefeuille d'actifs numériques, de cryptoactifs est si important. Dans un deuxième temps, on va couvrir quelles sont les complexités et les difficultés du suivi d'un portefeuille. Et enfin, quelles sont les options qui s'offrent à vous pour récupérer ces données de sources fiables qui sont désormais réglementées dans de nombreux pays. On commence. Alors, la première question, si tu veux passer au prochain slide, que je vais te poser, Pierre, c'est justement autour de cette importance du suivi d'un portefeuille. Pourquoi suivre son portefeuille d'actifs numériques ou de cryptoactifs est si important? Alors, je pense déjà, de base, d'un point de vue réglementaire, on ne peut pas avoir ni une fiscalité ni une comptabilité en Bitcoin ou en Ether ou dans une crypto-monnaie. Donc, en fait, on a une obligation pour les opérations d'actifs numériques d'établir une valorisation et donc de récupérer la valeur des coins et derrière, pour donc valoriser son portefeuille et puis aussi chacune des transactions. Donc, pourquoi est-ce que c'est obligé de le faire? Déjà, il y a un enjeu réglementaire qui est très simple, c'est afin de produire des liasses fiscales, qu'on soit particulier ou professionnel, qui correspondent en fait à ce qui est attendu par l'administration fiscale. Pour un petit peu zoomer in sur le régime fiscal des particuliers, où on parlait un petit peu, il y a deux particularités qui sont intéressantes sur la valorisation des portefeuilles de crypto-monnaies. Le premier point, c'est qu'en fait, la formule de calcul de plus-value, donc pour un particulier qui a une activité qualifiée d'occasionnelle, il faut pondérer sa plus-value lors d'une cession imposable en fonction de la valeur totale du portefeuille. C'est-à-dire qu'on doit rassembler l'intégralité des actifs, des cryptoactifs détenus sur les différents comptes, les différents wallets, et lors de chaque cession imposable, être capable de donner cette valeur totale de ce portefeuille en devise monétaire d'État, donc en fiat, donc en euros, enfin pour la France. Donc ça, c'est pour un particulier qui a une activité occasionnelle, pour un particulier qui a une activité professionnelle. Donc c'est-à-dire que son activité de trading étant suffisamment fréquente, ayant des revenus de manière significative, par rapport aux revenus de son foyer fiscal et avec un certain nombre d'autres critères, on voit que ces particuliers avec une activité qualifiée professionnelle doivent aussi retracer chacune des opérations du portefeuille, mais doivent aussi les mentionner et donc derrière les valoriser en euros. Et donc à partir de là, chacune des opérations, par exemple, je sais pas, une conversion d'Ethereum contre des BAT, devra évidemment avoir une conversion en euros ou en dollars, donc en tout cas dans la monnaie de l'État. Voilà pour notamment les enjeux fiscaux associés aux portefeuilles digitaux. D'accord. Et donc là, de ce que tu dis, il faut comptabiliser ou transcrire à chaque opération d'une crypto-monnaie en monnaie fiat. J'imagine que ça fait un sacré nombre de transactions, que ça peut aller assez vite. Ça nous emmène peut-être sur notre deuxième question autour des complexités justement de suivi de portefeuille et pourquoi, quelles sont les complexités aujourd'hui lorsqu'on est particulier ou encore plus lorsqu'on est une entreprise et qu'éventuellement on a plus d'activités et une gestion plus dynamique d'un portefeuille crypto. Quelles sont les difficultés justement et les complexités du suivi de portefeuille? Peut-être que tu peux mettre en lumière 3 éléments que tes clients rencontrent souvent. Je pense que la complexité, elle va venir. Donc déjà, comme on disait tout à l'heure, pour les particuliers, donc ça va être ce suivi minutieux des transactions et pour chacune des transactions, être capable d'aller trouver l'équivalent en euros. Donc tout à l'heure, je parlais bien du régime des particuliers, que ce soit une activité qualifiée d'occasionnelle ou professionnelle, donc un particulier qui a une activité occasionnelle ou qui déclare via le régime assimilé au PFU ou professionnel, donc via un régime DBIC. Même dans l'enjeu comptable des sociétés, il y a aussi cette complexité où on doit, et comme une activité de professionnel, on doit valoriser chacune des transactions. Donc, dans les complexités, je pense que le premier point qu'on va retrouver, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'unité à l'heure actuelle de listing fiable de l'intégralité des coins qui sont
on va dire, identifié avec un code unique pour chaque crypto-monnaie. Ouais. En fait, comme c'est un monde qui est extrêmement entrepreneurial et peu réglementé, alors en tout cas notamment sur les opérations crypto-crypto, aujourd'hui, on n'a pas une sorte de référence de listing harmonisé. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être par exemple sur les produits dérivés. La façon dont les produits dérivés vont être mentionnés dans les historiques de transactions fournis par les plateformes d'échange centralisées ou même ne serait-ce que les informations fournies par les explorateurs de blockchain quand on veut directement voir les informations d'un wallet. Ces informations seront non plus pas listées, ne seront pas structurées ou avec une référence. Chaque plateforme d'échange, en fait, pourra avoir son propre, pourra appeler un token ou une crypto-monnaie avec un nom différent. Un exemple très, très basique qu'on voit très rapidement, Kraken va appeler le BTC du XBT. Et donc, il faut juste le savoir, parce que sinon, en fait, il y a une petite complexité, mais dès le début, on voit le début des difficultés. Donc, par rapport à ce listing, deuxième point, donc, les produits dérivés qui, surtout depuis un an, ont explosé tant en nombre avec la DeFi, tant en termes de margin, les shorts. Je parlais aussi de tous ceux associés aux produits dérivés qui font qu'en fait, ça multiplie des types de transactions, des profils de transactions. Donc, le suivi devient plus complexe. Enfin, troisième point, c'est que ces produits dérivés, comme on disait tout à l'heure, comme on n'a pas de listing centralisé, chaque plateforme fait un peu ce qu'il veut, ils peuvent les appeler un peu comme ils le veulent. Et donc, un produit dérivé aura, par exemple, je ne sais pas, Bitcoin avec un effet de levier de x3 pourrait être appelé BTC X3 ou BTC 3 ou BTC PERP 3 et chaque exchange aura son propre nom de coin. Donc, pour être capable, en fait, entre identifier la valeur de ce coin et être capable aussi après d'aller la retrouver, de temps en temps, il faut vraiment avoir une approche assez granulaire, assez précise. Tant au début, ça peut être fait de façon masse, mais à un moment, il faut quand même bien regarder et vérifier de façon très précise. Donc, on a vu l'absence de listing, on parlait du fait qu'il y avait des produits dérivés. Je pense qu'il y a aussi très régulièrement, il y a des tout petits des nouveaux projets, donc type ICO, qui arrivent. Alors, on voit des nouveaux projets, donc des nouveaux tokens qui se créent, mais les nouveaux tokens sont aussi pas que des nouvelles sociétés, mais aussi juste des tokens dans un but très spéculatif et presque d'amusement. Là, dernièrement, on a vu un token sur TrumpWin, sur FTX, un token Gamesoft qui justement profitait d'une tendance, profite d'une situation politique pour essayer de spéculer. Et donc, derrière, en fait, nous, on doit référencer ce produit, soit il est référencé au sein de Kaiko, soit nous-mêmes on le référence, mais l'idée étant il faut ce suivi et qui en effet rend les choses un peu complexes. Deuxième, et enfin, un autre point qu'on voit dans on va dire la complexité ou dans la difficulté qu'on rencontre, c'est le fait qu'aujourd'hui, les écarts, donc évidemment entre les exchanges, sont significatifs parce que on n'a pas, juste pour rappel, mais je pense que la plupart des gens le savent, mais une paire BTC euro, en fonction de chaque plateforme d'échange, à un instant T, aura complètement différents prix. Alors, évidemment, les algorithmes d'arbitrage ont vachement progressé dans les dernières années, mais à l'heure actuelle, il y a encore des écarts de prix entre les différentes plateformes. Donc, en fait, on peut voir des écarts de prix entre les plateformes d'échange et même entre les fournisseurs de données. D'accord. Pour récapituler, donc les 3 points donc tu mets en lumière, le premier, c'est la complexité. Il y a un manque de standardisation. Tous les marchés sont fragmentés, utilisent des identifiants qui leur sont propres sur chaque marché. Donc, chaque instrument financier va avoir un nom différent en fonction de la plateforme boursière sur laquelle il est échangé. Le deuxième, tu disais qu'il y a également de plus en plus de tokens, de plus en plus de pièces qui sont rajoutées tous les jours. Donc, pour to keep track, pour garder, pour être capable d'observer l'évolution et le donner un prix également à chacune de ces coins, ça rend les choses encore plus complexes. Et en plus de ça, tu parlais en dernier lieu des écarts qu'il peut y avoir entre les différents échanges. Et juste pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on voit très bien, nous, à Kaiko, que c'est des requêtes de nos clients. Et
par lesquels on a répondu par une initiative qu'on appelle Figgy, justement dans ce management de bases de données, c'est-à-dire pour essayer de standardiser tous les instruments financiers et de donner un identifiant unique à chaque instrument financier qui est tradé aujourd'hui. On a mis en place, en partenariat avec Bloomberg, qui a été annoncé il y a quelques semaines, une initiative Figgy pour les cryptoactifs, c'est-à-dire que dès cet été, Kaiko va, en partenariat avec Bloomberg, étendre tous les standards Figgy, c'est-à-dire des identifiants uniques qui existent aujourd'hui pour tout instrument financier qui est tradé sur une plateforme boursière. Nous allons étendre ce standard à tous les cryptoactifs, justement pour aider avec l'institutionnalisation de l'industrie. Ce qu'on voit de plus en plus, tous les Morgan Stanley, JP Morgan, Amex, tous les grosses boîtes qu'on a vu entrer le marché fin 2020 vont avoir besoin de ce type d'outils pour justement mieux gérer leur base de données, pour mettre en place de meilleures stratégies d'investissement et harmoniser tout ça. Donc Figgy, si certains s'intéressent, nous pouvons en discuter un peu plus longuement. C'est une initiative qui va décoller dès cet été à Kaiko. Et les différences de prix également, c'est vrai qu'on le voit par les différents types, les points de données qu'on est capable de collecter. Il y a des énormes, en termes de slippage, de liquidité, les mesures de liquidité nous donnent en effet des gros écarts en fonction des places boursières, d'où l'intérêt justement d'avoir toutes ces données en main pour prendre de meilleures décisions d'investissement. Je te rejoins tout à fait. Donc maintenant qu'on a vraiment mis en lumière pourquoi est-ce si important pour les détenteurs de crypto réellement de se pencher sur le suivi de leur portefeuille. Il y a une dernière chose qu'on peut mettre en place et qui est vrai, je pense, non seulement en France, mais dans d'autres pays, c'est également l'aspect des régulateurs. Il y a une réglementation qui est devenue de plus en plus forte et renforcée au cours des derniers trimestres pour tous les détenteurs de crypto, qui nous amène à la question suivante. La dernière, c'est comment bien suivre votre portefeuille, quelles sont les options qui s'offrent à vous de manière autonome. Vous pouvez vous-même suivre votre portefeuille ou bien utiliser un expert. Et peut-être, Pierre, tu peux nous parler de ça justement dans le troisième volet. Quelles sont les options qui s'offrent à nous aujourd'hui? Oui, là, je pense qu'on a... Alors, il y a deux façons. Soit on récupère en fait des données gratuites sur Internet, parce que évidemment, comme je disais, c'est une approche très entrepreneuriale, très de technophiles, souvent de développeurs. Donc il y a un certain nombre de listings, de listes qui rassemblent, qui agrègent des données et qui sont disponibles sur Internet. Donc ça peut se trouver gratuitement. Mais en fait, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui, en fait, ça ne devient pas du tout scalable. Et à partir du moment où on commence à avoir un certain nombre de transactions, c'est vraiment pas suffisant, dans le sens pas assez professionnel. Donc, évidemment, la toute première approche est la plus... quelqu'un qui a 5 transactions, par exemple, qui veut faire tous ses calculs seul, que ce soit de la fiscalité ou de la comptabilité, il peut aller individuellement sur Internet, chercher les prix de chacune des transactions le jour où la transaction a été réalisée. Ça, c'est complètement faisable. À partir de plusieurs transactions, ça devient relativement minutieux, surtout pour un particulier qui a, comme je disais tout à l'heure, qui a une activité de trading d'actifs numériques qui est qualifiée d'occasionnelle, parce qu'il faut valoriser le portefeuille pour chacune de ces sessions imposables. Donc, on peut aller rechercher le prix, l'équivalent fiat. Si on a le fiat, souvent on l'aura en dollars. Derrière, on peut aller avec le transcrire en euros via les données de la Banque centrale. Donc, sur quelques opérations, je pense que c'est faisable. Au bout de plus de 5 opérations, ça devient quand même relativement chronophage et fastidieux. C'est complexe, je pense qu'il y a des erreurs, et, il y a clairement un risque d'erreur qui est significatif. Avec la hausse, plus on multiplie le nombre de transactions, plus c'est compliqué. Si tu veux passer au slide suivant, comme ça on garde, tout le monde peut suivre. Et la dernière chose que tu dis, c'est que tous les coins ne sont pas forcément disponibles non plus. Il faut parfois avoir recours à un fournisseur de données un peu plus spécialisé, entre guillemets. Je suppose que tous les coins ne sont pas disponibles facilement sur Internet. Oui, alors déjà, je suis d'accord sur le listing, donc l'exhaustivité, la disponibilité des coins. Et après, il y a aussi, en fait, on a souvent besoin des coins à une certaine date, à une date précise. Et souvent, les coins sont listés, mais ce jour-là, il n'y a pas d'information. Il y a beaucoup de trous dans la raquette, de manque de données. Et donc, c'est vrai que c'est là où, assez rapidement, notre produit, on s'est tout de suite dit, OK, on a besoin d'un acteur sérieux avec lequel qui est spécialisé dans le sujet et sur lequel nous, on peut se connecter par API et d'une façon générale, on peut avoir une certaine fiabilité de données.
Après, donc, pour même donner même montrer comment fonctionne plus l'outil Walkio pour expliquer, c'est qu'on se connecte donc évidemment sur Kaiko en tant que fournisseur de données principal. On travaille aussi avec d'autres fournisseurs de données. Et en fait, on a créé un système qui permet de pondérer en fonction et en cas d'écart de données qui seraient trop importantes. Donc, nous, on a mis en place un système où aujourd'hui, comme on travaille avec Kaiko de façon plus avancée et de façon quotidienne, on pondère aussi dans le sens que la valeur proposée par Kaiko a plus de poids en termes de fiabilité que d'autres fournisseurs de données. Mais c'est ce qui, en fait, aujourd'hui, nous permet de garantir une qualité de prix après 2 ans de travail bien supérieure qu'au début. Pour donner une idée, quand on avait commencé à réfléchir à organiser ce webinaire, nous, on avait lu 2 millions de transactions, je dis ça, 2,5 millions. Il y a 80% des transactions qu'on a réalisées qui sont en fait des transactions où on a besoin de faire un appel à une API. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent fiat ou en euros dans la transaction. C'est-à-dire un dépôt, un retrait, mais aussi une transaction crypto-crypto. Donc, derrière, on est obligé, alors ça peut être aussi des lignes de frais ou des produits dérivés, mais en tout cas, c'est 80% de nos transactions qu'on a au sein de Walkio, on a besoin de Kaiko pour nous fournir de données prix. Donc, juste pour vous dire que ça va être assez, de façon générale, le travail sera relativement fastidieux. Ouais, voilà un peu, je pense, les différentes options qui existent et nous, comment est-ce que nous, on a essayé de pallier ce problème de prix qui était, dès le début, ça a été un de nos plus gros problèmes sur notre produit, alors que normalement, le prix, ça devait être qu'un seul élément et en fait, ça a été un gros point rapidement. C'est vrai qu'on pourrait penser de connaître le prix de Bitcoin ou Ethereum, ça semble trivial comme question, mais c'est beaucoup plus complexe que ça ne le paraît. Ça dépend des places boursières, des places d'échange sur lesquelles on peut les acheter. Ça dépend aussi du provider, du provider. On n'est pas encore, c'est vraiment une industrie naissante et on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est vrai que de s'entourer d'experts comme Walkio peut réellement faire la différence. Dans ce type de situation. Je crois qu'il nous reste quelques minutes. On va pouvoir ouvrir un petit peu, voir si vous avez des questions. Merci beaucoup, Pierre. Je trouvais ça très intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais qu'on en a reçu quelques-unes déjà en avance par email qu'on peut couvrir. Et puis, je vois qu'on en a également. Est-ce que, Pierre, tu veux adresser la question de Jerry ? Oui, très bien. Si on paye en crypto sans convertir en fiat, doit-on le déclarer? Alors, dans le cadre de la fiscalité des actifs numériques pour un particulier, il y a 2 faits générateurs de l'impôt. Le premier, c'est la conversion d'une devise monétaire d'État, d'un actif numérique contre une devise monétaire d'État. Et le deuxième fait générateur de l'impôt, c'est l'utilisation de cet actif numérique, l'échange contre, d'ailleurs, ce que dit le Code général des impôts, c'est quelque chose d'autre que un actif numérique. Concrètement, ça veut dire contre l'utilisation de cet échange pour un paiement ou un achat d'un bien et service qu'on appelle réel, d'un bien et service. Donc, en effet, si on paye sans convertir en fiat, c'est-à-dire, je ne sais pas, on va acheter une voiture, un bien immobilier ou n'importe quel service en crypto, oui, que ce soit dans les particuliers, mais aussi dans les professionnels, c'est un fait générateur de l'impôt. Et donc, derrière, c'est un élément imposable. Et donc, il y a l'intégralité des modalités déclaratives qui y sont associées. Je ne sais pas si Jerry, j'avais bien répondu à la question. Surtout, n'hésite pas à reposer la question s'il y a des éléments qui n'étaient pas clairs. En attendant, j'avais également d'autres questions qui avaient été posées en avance par email, notamment comment distinguer une activité particulière d'une activité professionnelle. Je sais que tu as couvert partiellement la question un peu plus tôt. Oui, c'est une question qui est fréquente et qui est extrêmement pertinente. On a un certain nombre de... Alors, en France, en gros, la distinction entre une activité qualifiée d'occasionnelle et une activité qualifiée de professionnelle est vraiment pas claire. C'est-à-dire que le Code général des impôts en l'état ne fournit pas de critères qui permettraient de qualifier l'activité. En Suisse, par exemple, c'est extrêmement facile en fonction des cantons. Il y a des seuils, c'est super simple et à coder, c'est vraiment bien plus facile. En France, c'est vraiment une étude de cas par cas.
il y a un certain nombre de facteurs comme la fréquence des trades, l'utilisation d'un certain nombre de moyens, il y a un certain nombre, la part des revenus de foyer fiscal et autres. Je pense que de façon générale, si on commence à s'interroger sur suis-je un professionnel, oui ou non, je pense, enfin, il est quand même pertinent d'aller interroger un avocat fiscaliste qui aura beaucoup plus d'expertise quant à l'appréciation de ce texte et sur sur peut-être rédiger un rescrit fiscal, mais en tout cas qui sera capable de lire bien plus dans le détail le Code général des impôts et donc d'apprécier, qui aura aussi d'ailleurs l'expertise, de dire il y a plus de chances que votre activité soit qualifiée ou encourager en tout cas ses clients sur un type de déclaration. Très bien. Et je vois qu'on a d'autres questions en Q&A. Une qui nous vient de Jean-Luc. Doit-on déclarer dès le premier euro? Alors, c'est-à-dire, si c'est le premier euro investi en tant que particulier, il ne faut pas déclarer dans le sens, si c'est seulement un investissement, il ne faut pas le déclarer parce que c'est un investissement. Alors, il faut juste informer l'administration fiscale qu'on détient des comptes d'actifs numériques à l'étranger. C'est un autre formulaire, il y a un formulaire 3916 bis. En fait, il y a deux modalités, peut-être pour prendre un tout petit peu de recul. Il y a une modalité qui est de calcul et de déclarer ses gains imposables. Et après, il y a une autre modalité déclarative qui est associée à l'information de la détention d'avoir sur des comptes étrangers. Et donc, par rapport à la première modalité et par rapport à cette question, dès le premier euro, donc, si c'est de l'investissement et qu'il n'y a pas de cession imposable, pas de déclaration. Si c'est un investissement, il y a des cessions imposables. Donc, cessions imposables, c'est des ventes de crypto-monnaies contre des fiat ou des achats en crypto. Il y a un seuil d'abattement, c'est-à-dire qu'en dessous de 305 euros de vente par an, il n'y a pas d'obligation déclarative. Et au-dessus, il y a ces obligations de calcul et de déclaration. Super. Merci Pierre. Je vois qu'il est 5h30, on va rester 5 minutes de plus. Gardons avec vous ceux qui doivent y aller, ceux qui ne peuvent pas rester. Nous sommes en train d'enregistrer cette session, elle sera disponible ultérieurement. Je vois que nous avons plusieurs questions. Je ne sais pas si nous pourrions répondre à toutes. Je vois que Jean-Luc a répondu. Donc, on ne déclare que les comptes si investissement. Investissement et vente, de ce que vient de dire Pierre. Oui, je voulais juste préciser quelque chose dans la notion de déclarer. Il y a plusieurs notions. Pour calculer ces plus-values, il faut l'intégralité de ses comptes. Et ça, quel que soit votre régime, un particulier, un professionnel doit relater l'intégralité de ses opérations. Donc, de tous ses achats, de ses trades, même de ses dépôts, c'est-à-dire des dépôts de fiat sur un compte Kraken, ça doit être enregistré dans la comptabilité d'une entreprise. Dans un cas particulier, ce n'est pas utile. Mais juste pour revenir sur cette notion de mot déclaré, c'est bien important que vous êtes obligé de calculer et de déclarer vos gains, il est important de prendre en compte l'intégralité du portefeuille, donc les wallets et les comptes d'actifs numériques type plateforme d'échange centralisée. Super, je crois qu'il nous reste 3 minutes. On va prendre une question supplémentaire. Je vois qu'on en a plusieurs. La suivante, je pense, vient de Benoît. Quel outil est recommandé pour suivre son portefeuille? Blockfolio, Delta, Coinstat, Kuvera? Quels sont utilisés? Faut-il prendre le prix à l'heure de la session ou estimer le prix moyen sur la journée? Ouais. Alors, juste peut-être une notion de distinction entre les données qui sont avancées. Donc, pour calculer, alors, suivre son portefeuille, il y a les sociétés comme Blockfolio, Delta vont émettre des requêtes dans l'API qui vont être seulement de vous donner votre valeur de portefeuille à un instant T. C'est-à-dire que vous allez avoir ce qu'on appelle avoir la balance, donc tous vos coins en portefeuille dès que vous émettez cette requête. Le travail qui est réalisé à des fins réglementaires est de retracer individuellement chacune des transactions depuis la toute première, et ce que fait Waltio, et c'est pour ça qu'il y a ce travail de fond donc fait avec Kaiko, qui est donc vraiment de ce suivi minutieux de chacune des transactions. Donc, Blockfolio, Delta, Coinstat et Kuvera, je ne les ai pas en tête, mais en tout cas, les deux premiers permettent absolument pas de calculer ou de déclarer les plus-values. Pour enchaîner aussi sur les sources des prix, une moyenne sur la journée peut être prise si celle-ci est utilisée ou prise de façon... si elle est fournie, le terme dans le Code général des impôts, c'est une source fiable. Donc, si elle est prise, on va dire pas à des fins d'avantager le contribuable ou le déclarant, mais une moyenne sur la journée. Dans le cadre d'une opération crypto-crypto, dans le cadre d'une opération crypto-euro, il faut prendre évidemment le prix de cession
le prix réellement payé auquel la personne en a bénéficié. Tout à fait. Et pour compléter, Pierre, je ne sais pas dans quel cadre la question a été posée, mais nous travaillons, Kaiko travaille avec de nombreux cabinets d'experts, notamment des cabinets d'audit, qui doivent réaliser des valorisations de portefeuille, c'est-à-dire prendre un prix. Et aujourd'hui, certains fournisseurs de données ont une approche très floue sur justement le prix qui est fourni, et ce qui peut poser de gros problèmes pour des boîtes en cas d'audit. Donc, juste à garder en tête, il faut une source fiable, et certains fournisseurs, notamment Kaiko, vous permet d'avoir une méthodologie extrêmement transparente qui va vous permettre de retracer et d'expliquer exactement en cas d'audit comment est-ce que ces prix sont calculés. Et ce qui est quelque chose de très important, étant donné qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus réglementé, d'avoir justement cette méthodologie qui est transparente, qui va vous permettre d'expliquer comment est-ce que vous avez calculé ces prix, est un aspect extrêmement important de ce qu'on a pu voir avec nos clients actuels. Je vois qu'il est 5h35, on a encore de nombreuses questions. Pierre, est-ce que tu veux répondre encore à une petite dernière, ou est-ce qu'on peut également continuer mail Oui, avec plaisir pour répondre à d'autres questions si besoin. On peut en prendre peut-être une dernière, et ensuite, n'hésitez pas à nous contacter. Si tu peux mettre le dernier slide, Pierre, il me semble qu'on a mis nos adresses email afin que vous puissiez nous contacter directement. N'hésitez pas, hello@kaiko.com ou alors .com, ou alors pierre@waltio.co. Peut-être une dernière de David. Comment est traité fiscalement les transactions sur compte futur? Si j'utilise ce support via un bot de trading, je deviens systématiquement en statut habituel. Alors, les futurs, ça fait partie d'un certain nombre de points dont le régime fiscal n'a pas été défini. Juste pour remettre dans le contexte, c'est un régime fiscal, il y a eu 4 députés qui ont travaillé dessus pendant l'année 2018. Il a été mis en place en 1er janvier 2019, et depuis, il n'y a eu aucune mise à jour. Donc, je vais aussi en même temps répondre avec une autre question. Le stacking des futurs et ces types d'opérations, assez axés, alors, soit les produits dérivés, donc instruments financiers, soit les opérations de DeFi, le régime fiscal actuel ne le prend absolument pas en compte, et on n'a eu ni jurisprudence ni amendement qui permettent de le préciser. Nous, on a pris en compte, c'est qu'on ajoute en fait ces transactions comme des dépôts. Donc, fais notamment référence aux gains générés par le futur. Les frais sont évidemment déduits. Et pour les stacking, les revenus issus du stacking ou du mining, si, pareil, ces derniers ne sont pas faits dans un but professionnel, c'est-à-dire de générer quand même une source de revenus significative, on les intègre à la valeur totale du portefeuille dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique, enfin du régime assimilé au prélèvement forfaitaire unique, qui est celui pour les actifs numériques. Et pour revenir, alors d'ailleurs, je teinte un petit point, notre avocat fiscaliste, donc, que je recommande, maître Alexandre Lourimi de Orwell Avocat, on avait rédigé un premier livre blanc, et là on commence à rédiger un second qui permettra de justement préciser certaines de ces modalités déclaratives, de ces opérations complexes qu'on a beaucoup vu apparaître avec la DeFi. Et juste pour finir, est-ce que si j'utilise un bot de trading, je deviens systématiquement en statut habituel? De façon générale, il y a tellement de personnes qui utilisent des bots de trading que je ne pense pas que ça en fait de façon systématique une personne qui a un statut habituel. Après, une fois de plus, si, comme je disais tout à l'heure, si les revenus significatifs sont générés, il est beaucoup plus pertinent d'avoir un échange avec un avocat fiscaliste. Je parlais maître Alexandre Lourimi, peut-être aussi Axel Saban est relativement compétent sur le sujet, donc peuvent intervenir sur ce type de questions et vous guider sur la qualification de votre activité. Très bien, je vois qu'il est 17h38. Un grand merci, Pierre, d'avoir répondu à toutes ces questions et de nous avoir donné plus d'éléments de réponse justement sur le suivi de portefeuille. C'était une première session. Je vous remercie également toutes les personnes qui ont pu nous rejoindre pour la session d'aujourd'hui et pour les questions que vous avez pu nous poser. N'hésitez pas à nous contacter par email si besoin, et à faire appel à Waltio pour le suivi de votre portefeuille si vous êtes un particulier, et si vous êtes une entreprise, un cabinet d'audit ou un cabinet d'experts, que vous avez besoin
de données financières pour les actifs crypto ou les actifs numériques, n'hésitez pas à me contacter à hello@kaiko.com ou alors pierre@waltio.com pour les particuliers. Un grand merci Pierre, à très bientôt et excellente fin de journée à tout le monde.